Bonjour, c'est Jacques France. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Bonjour, c'est Alain Dorval. Merci de m'avoir souhaité la bienvenue. Bonjour, c'est Alain Dorval. Merci de m'avoir souhaité la bienvenue sur une télé dont j'arriverai jamais à dire le nom, mais que j'aime beaucoup, bien évidemment. On va la faire courte. Si on est bien payé, peu importe où se passe la mission. C'est clair? Arrêtez de me la jouer. Et revenons à ce qui nous intéresse, ok? Je sais que votre vrai nom n'est pas Barney Ross. Vous n'avez pas à savoir le mien. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que le job est bien réel, et la paye aussi. Mais puisqu'on est dans ce magnifique endroit, vous n'aurez qu'à m'appeler Monsieur Chapelle. Ok, Chapelle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une minute. Nous attendons encore quelqu'un. Qui? Vous le connaissez? Ouais, on était dans la même équipe avant. Qu'est-ce que mon plus vieil ennemi fait ici? Vos deux noms sont arrivés en haut de la liste. C'est un problème? Ouais, j'aurais dû le tuer quand j'en ai eu l'occasion. Le grand Barney Ross. Le très grand Trench Mouse. Qu'est-ce que tu fais là? Tu pries pour avoir du boulot? C'est possible. T'as été malade? T'as perdu du poids. C'est vrai? Bah, ce que j'ai perdu, c'est toi qui l'as pris, mon pote. Bon, vous allez pas vous renifler le cul comme des chiens. Revenons au business. Voyons qui veut cette mission. Vous connaissez une île qui s'appelle Villena? Non. Oui. C'est une île dans le Golfe. Tout à fait. Tu devrais lire plus. J'y penserai. Il y a des ressources sur cette île qui intéressent beaucoup ceux pour qui je travaille. Mais un général du nom de Garza a renversé le gouvernement en place. C'est exact. Mes employeurs ont un problème avec ce fanatique de Garza. Vous voulez qu'on le dégage? Je veux qu'il meure. Pour ça, il faudra une armée. Faut être idiot pour accepter cette mission. Combien? Ah, qu'est-ce que je disais? Je suis un peu surbooké, alors refilez ce job à mon ami car il adore s'éclater dans la jungle. Pas vrai? Si. Très bien. Bon. Si on allait dîner, Ouais, quand? dans 1 millier d'années. C'est trop tôt. C'est quoi son problème? Il veut devenir président? Avant, il faut que j'aille en reconnaissance. Nous avons un contact pour vous sur l'île. Bon départ. Alors, monsieur Dorval, bonjour. Bienvenue sur ITV Célébrité Interview. Ah tiens, ouais. Et je voulais savoir d'abord où vous êtes né, vous. Moi, je suis né en Alger. D'accord. Dans Alger même. Oui, je pense. Pas un petit village à côté. Non, c'était rue Claude Debussy, ce que m'a dit ma maman. Mhm. Quand j'en suis parti, j'avais 11 mois, donc j'en ai des souvenirs très fugaces. Ah oui. Mais en revanche, en 68, j'ai fait une tournée théâtrale. On créait une pièce de Gatti qu'on avait jouée en France et ailleurs, à Venise, à Berlin. Et on a fait une tournée de 3 semaines en Algérie, donc j'ai eu la chance de connaître très fugitivement et de jouer à Oran, Alger, Constantine, et dans d'autres. Je me souviens de Bougie qui s'appelle aujourd'hui Béjaïa. Mhm. Et puis je me souviens qu'on avait un chauffeur de car qui avait plus de cheveux. C'était un souvenir de certaines choses qui s'étaient passées. C'est un homme très gentil, il était kabyle, je crois. Il m'a dit, toi, je t'emmène dans mon village, on me donne une femme, un cheval, tu repars plus. Ça aurait peut-être été pas con. Mais enfin, je voulais pas qu'on me donne une femme. Il aurait fallu qu'elle ait envie. Mais le cheval, ouais, ça oui. Mais à l'époque, je montais pas encore. Mais c'est après que j'ai passé beaucoup de temps dans les chevaux que j'adore, comme d'autres animaux. Voilà. Quelles sont vos formations écolières? Oh, j'appartiens à une génération où
on était très nombreux à avoir 1 an d'avance. J'ai compris pourquoi un jour, je suis né en 46. I am absolutely sensational. Thank you very much. It's wonderful to be here. It's been a long time, but I love just the energy you guys provide. Thank you for giving me such a long career. Thank you. On me l'a jamais dit officiellement, mais ça me semble une telle évidence. En 45, il y a ça de gosse, ça de prof. En 46, il y a ça de gosse, ça de prof. Donc on prend une partie des mômes de 46 et un gros paquet qu'on fout avec ceux de 45 pour rééquilibrer. C'est pour ça que ça m'amuse aujourd'hui quand j'entends parler d'une classe où il y a 35 élèves. Nous, quand on était moins de 35, on avait l'impression qu'il en manquait. Bien sûr. Mais la grosse différence peut-être qu'il y avait, c'est que on travaillait et on adorait ça. Voilà. Donc effectivement, j'ai dû passer mon bac. J'ai eu mon bac 1 mois avant mes 17 ans, je crois. Puisque j'étais obligé de passer l'oral, parce que j'aimais bien les maths, mais je me ramassais en physique, ce qui aujourd'hui me désole, parce que j'aimerais vraiment m'y mettre. Je sortais en fait, à l'époque, vous savez, il y avait classique et moderne. La différence essentielle étant donc en première, enfin jusqu'en première C, c'était latin. J'ai pas fait de grec et ça c'est une erreur, une grosse erreur, parce que je le regrette. Bon, donc latin, plus de français que les modernes, mais on avait autant de maths et de physique que les gars de modernes. Donc j'ai eu en première, j'ai cartonné quand même pas mal. J'avais le premier prix de français, le deuxième de latin, puis des accessites un peu partout. Et je suis passé en maths LM, ce qui est logique. Voilà. Et j'ai eu mon bac à l'oral, grâce aux maths. Vous étiez déjà sur Paris? Oui, tout à fait. C'était au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur. On habitait Créteil avec mes parents et j'avais le plaisir parfois d'y aller à pied en traversant la Marne. Alors, quelles sont vos formations professionnelles? Oh là là. Bah, après mon bac, j'ai pas foutu grand-chose Je suis passé en fac de lettres, mais j'avais rien à y foutre. Et je me souviens, la première année, je l'ai fait par correspondance. C'était vachement dur. Parce que j'étais habitué à avoir au moins 14 en français. Et là, j'avais pas la moyenne. Je comprenais pas. Bon, et l'année suivante, j'avais d'autres occupations, parce qu'il fallait vivre. Alors j'étais devenu pion dans l'école, dans le lycée, dans la pension où j'étais allé pendant 1 an. D'accord. Et puis ça n'a pas duré longtemps parce que je trouvais que les mômes ne respectaient pas les traditions. Donc à Noël, j'avais organisé une bataille de polochon avec les gosses que je devais garder. D'accord. Voilà, mais on était potes, on s'entendait bien. Bien sûr. Bon, enfin ça n'a pas duré très longtemps, on me l'a fait comprendre. L'année suivante, je suis retourné en fac de lettres. Et là, c'était, je ne sais plus combien on était dans le grand amphi de la Sorbonne. Donc j'avais décidé pendant les cours d'anglais d'aller au Champollion, qui est un petit cinéma à côté, voir des films en VO. Et puis le premier cours qu'on a eu pratiquement, là je sais pas, je me demande si le prof nous avait pas laissé un sujet sur Stendhal. Et je me suis retrouvé 14 et des brouettes, je trouvais mes notes normales quoi. Quand je vous posais cette question, c'était aussi est-ce que vous avez fait d'autres métiers? Non. D'accord. Et à part celui ici, que je me suis créé, mais c'est autre chose. C'est autre chose. À partir de l'âge de 30 ans, j'ai toujours fait autre chose, en plus. Donc le prof qu'on avait, qui était charmant, qui était très bien, me disait voilà, si vous avez des questions à me poser, je suis tel jour, telle heure, dans telle salle. J'y suis allé, j'étais tout seul, ce qui était navrant. Et je lui ai dit, monsieur, je trouve que ce qu'on fait est absurde. Il m'a dit, je suis de votre avis. J'ai dit, merci monsieur, j'étais ravi de vous connaître et je lui ai dit au revoir. Voilà. En dehors de ça, très vite, j'étais allé au conservatoire municipal à Saint-Maur, qui était dirigé par un type très chouette, Pierre Delator. Qui...
retraite pas loin de chez vous. D'accord. Et ensuite, je suis entré au cours Simon. Mhm. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je suis allé chez Tania Balachova. Ça s'est passé merveilleusement. Et puis un jour, j'ai dit à Tania, alors que je commençais à jouer au théâtre, donc en 67 à l'Athénée, et je lui ai dit, je voudrais rentrer au conservatoire. Et Tania me dit, bon bah Alain, retournez voir Simon. Non, Tania, si je l'ai quitté, c'est Alain, vous voulez entrer au conservatoire? Allez voir Simon. C'est ce que j'ai fait. Je suis entré au conservatoire. Et c'est très marrant parce qu'on a été, il présentait toujours 20 ou 30 élèves et il faisait partie du jury du concours d'entrée. Et il m'avait dit, je passais Néron au premier tour, il m'a dit, t'apprends la première tirade, pas la deuxième, je sonnerai. Je ferai sonner. Ce qui était le cas. J'ai appris la deuxième tirade pour le deuxième tour. Au troisième, ils m'ont imposé André Delsart, le rôle d'André. Et moi, j'ai passé Marc-Antoine, Jules César du même métal. Ça m'a amusé parce que quand j'ai vu que j'étais reçu, j'ai vu René Simon qui était là, je lui dis, je suis dans votre classe, patron. Parce qu'il se faisait appeler patron, comme Jouvet. D'ailleurs, peut-être que Jouvet l'a fait après Simon, d'ailleurs. Pas bon. J'en sais rien, j'étais pas tout à fait là à l'époque, qui était quand même avant-guerre. Et je lui dis, je suis dans votre classe. Il me dit non, hélas. Je me souviendrai toujours de ce nom, hélas, alors qu'il était le premier à choisir, en tant que doyen. Doyen des profs, donc c'était marrant, quoi. Et finalement, alors qu'il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu veux foutre au conservatoire? D'abord, moi j'adorais ça, mais je lui ai dit, mais à court d'arguments, je lui ai dit, je veux un sursis à la sécurité sociale. Il me dit, bon, t'as de bonnes raisons. Non, mais ça ne s'invente pas. Et donc je suis entré au conservatoire, et ce qui est amusant, c'est qu'il y a cette année-là, des élèves qu'il a, lui, présentés, il y en a eu deux qui sont entrés en même temps que moi. C'était Bruno Garcin. On était dans la même classe, après. Et Axel Abadi, qui tous les deux n'étaient pas du tout des élèves de Simon comme moi je l'avais été. Ils étaient arrivés au mois de septembre pour se faire présenter. Mhm. Voilà, donc en fait j'étais son seul véritable élève. Mais il m'avait dit un truc, tous les profs ont le droit de se gourer, quoi. Il m'avait dit que j'avais une gueule à faire du cinoche. Il m'avait donné, enfin, il avait ajouté ce que je trouve quand même une rare stupidité, va en Italie. À l'époque c'était Cinecittà. Compagnie. Bien sûr. Oui, mais enfin, il se trouve qu'en Italie, des comme moi, ils en ont 13 à la douzaine. Il m'aurait dit va en Suède, encore j'aurais compris. Et il avait ajouté cette phrase qui m'est restée, va en Italie, ils te doubleront pour la voix. Ce qui prouve à quel point des profs peuvent être perspicaces. Voilà, vous savez à peu près tout. Puis je suis entré au conservatoire, dans la classe de Maurice Jacquemont. J'aimais énormément, c'était la classe de... J'ai pas connu Fernand Ledoux. Il a repris la classe de Fernand Ledoux qui avait arrêté. Donc j'ai des copains qui étaient avec nous, qui étaient déjà en deuxième année et qui avaient connu Fernand Ledoux, qui je crois était d'une part un grand comédien, un prof magnifique et un homme merveilleux, que j'ai pas eu la chance de connaître. Mais Maurice Jacquemont était un type formidable, super sympa, avec une vraie connaissance et un amour du théâtre réel. Puis alors de temps en temps, pour maintenir l'atmosphère de la classe, il nous emmenait dans un bar à vin au marché Saint-Honoré, je m'en souviens,
Puis après, il a arrêté de faire ça. Il venait carrément avec les boutanges de Beaujolais. Voilà. Ça donnait une idée de... Je l'ai revu quelques années après parce que mon amie Catherine Salvière qui est entrée au français, et elle était tellement faite pour le français, Catherine, que, je veux dire, comme d'autres entrent dans les ordres, c'était normal pour elle d'y entrer. Elle a fait une très belle carrière. Et un soir, un midi, elle a fait un déjeuner, et je l'ai ramené chez lui après. Il était relativement tard. On est arrivé chez lui, il m'a dit, bon, on va se faire une roteuse. Et après, on est allé dîner chez lui, en bas. Ouais, c'était vraiment très chouette. Et en 3e année de conservatoire, j'ai voulu passer dans la classe d'Antoine Vitez. Qui était nouveau au conservatoire. Et j'en avais entendu parler parce que moi, j'avais fait des tournées théâtrales avant. Et la personne qui organisait ces tournées était une amie d'Antoine. Et je pense que c'était très nouveau à l'époque par rapport aux profs du conservatoire, tels que René Simon et d'autres. Et j'ai passé ma dernière année de conservatoire avec Antoine. Je fais partie des rares élèves dans les annales. Je crois que le directeur de l'époque que j'aimais beaucoup, qui était Pierre-Aimé Touchard, très grand serviteur de l'État, qui avait été administrateur du français avant, un homme formidable. Et quand je lui ai dit que je ne voulais pas concourir, il m'a dit, je crois que vous êtes le 2e dans les annales. Mais c'est-à-dire qu'on avait été un certain nombre de gens à trouver à l'époque que le concours, dans la forme dans laquelle il était, on trouvait ça absolument stupide. Il faut savoir quand même qu'il y a des mecs qui sont rentrés avec 3 scènes au conservatoire, qui ont dû les travailler pendant 3 ans parce qu'ils sont sortis avec les 3 mêmes au bout de 3 ans, quoi. Ça laissait le temps de les travailler. Bon, moi, c'était pas mon optique et pas celle d'un certain nombre de mes camarades, mais qui, eux, l'ont quand même passé, ce putain de concours. Moi, je suis resté... J'ai toujours eu une tête de con. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ce qui, je vous le dis en passant, ne s'arrange pas avec l'âge. Bah oui, les jeunes cons font le mec des vieux cons au bout d'un moment. C'est bien connu. Donc, bah, j'ai refusé de concourir. Voilà. D'accord. Et puis après, Antoine Vitez a monté Andromaque. Et dans la distribution, on était 4. Il y avait, je m'en souviens, Arlette Bonnard. Un garçon qui est allé au français ensuite. Et puis, quelqu'un avec qui je travaillais tout le temps dans sa classe, c'était Jenny Gastaldi. Qui n'est pas à la place qu'elle mériterait d'avoir. Parce que pour moi, garçon et fille confondus, Jenny était au-dessus de nous tous. Voilà, c'est très simple. Aussi bien par ses dons que par la maîtrise qu'elle en avait, parce qu'il ne suffit pas d'être doué, il faut encore savoir s'en servir. Et Jenny, c'était ça. Donc, je lui ai donné la réplique dans Néron à la sortie. Et puis aussi, je crois que, je ne sais plus, elle m'a envoyé une photo, on devait être tous les deux, ça devait être l'Électre de Sophocle. Et c'était un grand bonheur de travailler ça avec Antoine, qui était, entre autres, Antoine Vitez, qui était un helléniste distingué. Donc travailler Sophocle, je me souviens ce qu'il nous le disait sur la reconnaissance, c'était passionnant. Et donc, il doit monter Andromaque, et je commence à répéter, je fais partie des 4 déjà, il y a 8 personnages dans Andromaque, il y en avait 4. Il ne nous a pas mis autour de la table pour nous dire ce qu'il voulait en faire et quelle conception il en avait. Et je me souviens simplement qu'on était 4 et un escabeau. Moi qui ai une passion pour Racine, que j'avais déjà évidemment à l'époque, l'idée de jouer Andromaque, j'étais aux anges. Mais je ne comprenais pas ce qu'on faisait. Et ça m'est difficile de faire une chose sans comprendre.
Et à la même époque, mon copain Denis Lorca, on était dans la même classe. Bon, Denis a fait beaucoup de mise en scène ensuite. C'était une de ses premières, c'était Tête d'or de Claudel. Et Denis m'appelle en me disant le garçon qui joue le messager, je crois que c'est Cassius, le personnage, je sais plus, peu importe. Il y a un messager qui arrive comme le messager de marathon. Il dit ce qu'il a à dire, il tombe, il se relève pas. Bon, mais le rôle est magnifique. Enfin, j'ai dit attends, le gars devait partir parce qu'il avait un autre engagement. Bien sûr. Bon, ça arrive souvent, ça, quand on démarre Bien comme sûr. ça. Et Denis me dit, mais attends, je vais être dans la merde. Je dis, mais attends, il faut que je voie le spectacle. Déjà, je suis allé. J'ai été fasciné parce que Denis avait fait Tête d'or. Et j'étais exigeant parce que j'avais eu la chance, entre-temps, je ne vais pas tout vous raconter, de connaître Laurent Terzieff. Puisqu'un jour, Pascal de Boisson, sa compagne, l'avait vu à la télé, puis à la fin du spectacle, elle savait que le spectacle devait s'arrêter, malheureusement. Elle me dit, est-ce que ça vous intéresserait, Laurent a besoin de quelqu'un pour le doubler dans Tango. L'idée de doubler Laurent, je devenais fou. Et puis finalement, ça s'est fait sans se faire, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec Laurent, mais je ne l'ai pas doublé parce qu'il tournait à l'époque La Prisonnière avec Clouseau et il devait, enfin, il y a des soirs où il aurait pu ne pas jouer, enfin, c'était la merde. Et dans ces cas-là, je l'aurais remplacé, ça s'est pas fait, mais bon, je l'ai côtoyé pendant un trimestre. Je prenais le tabouret dans sa loge parce que la salle était pleine. Je prenais le tabouret dans sa loge, je le mettais dans l'allée centrale et je lui rapportais à l'entracte, sinon il ne savait pas où s'asseoir, le malheureux. C'était un mec merveilleux, Laurent. Merveilleux. C'est certainement la personne, avec Tania Balachova, la personne la plus fascinante que j'ai connue. Et je pense, comme Tania, au regard de Laurent et à ses yeux, les yeux gris, qui certains jours étaient verts. Ça dépendait vraiment du temps qu'il faisait. Et je l'avais vu dans Tête d'or, c'est pour ça que je parle de ça. Parce qu'après avoir joué Tango, il avait un autre engagement avec Barrault. Qui consistait à jouer Sébès dans Tête d'or. Et Laurent, dans le texte de Sébès, c'était une merveille. Parce qu'il avait une voix sublime, mais vraiment. Mais une voix, c'est rien, tout dépend ce qu'on en fait. Et puis Laurent, il avait quelque chose de magique, quoi. Donc j'étais exigeant dans Tête d'or. Je me souviens toujours, j'avais vu à l'entracte, parce que Sébès meurt. Donc j'avoue que je ne suis pas allé voir la deuxième partie du spectacle. C'était avec Alain Cuny. Qui jouait Tête d'or. Bon, enfin... Et je vois Laurent en train de se frictionner avec du Saint-Ol. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu sais, il se maîtrise pas bien. L'autre le crachait, comme ça. Bon. Alain Cuny qui joue dans Notre-Dame de Paris avec Anthony Quinn. C'est lui qui joue le rôle du... Le Frollo? Oui. Le méchant? Il y a une époque où je fréquentais un manège, parce que ce manège était officiellement... On avait une reprise par semaine en 3e année de conservatoire dans ce manège. D'accord. À la première reprise, on était, je sais pas, il y en avait 20, je crois. La deuxième, on devait être 15 ou 10. Puis un mois plus tard, on était 1 ou 2. Alors je suis allé voir la dame qui dirigeait le manège, Madame Hardy, je m'en souviens très bien, c'est une femme formidable. Et je lui ai dit, voilà, je me retrouve tout seul. Vous êtes là pour facturer. Je dis, bon, si je fais les 20 heures de tous les élèves, ça vous va? Il m'a dit oui. Et j'ai fait les 20 heures de tous les élèves du conservatoire. Voilà. Il y a des cours comme ça au conservatoire où j'étais tout seul. Il y avait ça, le cours d'anglais aussi. On n'était pas nombreux. Il y avait un copain, et puis il y avait Nicolas Silberg qui est entré au français après. On était très peu nombreux au cours d'anglais. Moi, j'adorais travailler Shakespeare en anglais.
Bon, enfin, donc pourquoi le chat et les chevaux? Parce que je faisais des petits boulots avec le manège, à cheval. D'accord. Et un jour, avec le fils de la maison, on était de garde, enfin, dans un célèbre restaurant du Pré de Boulogne. C'était une marque de bagnole qui a depuis été reprise, qui invitait ses concessionnaires américains, tel Précathlon. Et nous, on était avec François, le fils de la maison, un des fils de la maison. On était là, à cheval, pour leur faire coucou, déguisés en... C'était pas hussard, c'était chasseur, je pense, mais c'est toujours de l'époque napoléonienne. Bon, et il y avait aussi la selle qui allait avec, etc. Et puis après, quand les mecs rentraient pour dîner, qu'est-ce qu'on faisait? On remontait les chevaux dans le vent, et on allait dîner dans les cuisines, ce qui était quand même sympa. Parce que les cuisines d'un grand restaurant, c'est rarement désagréable. Et puis les gens sont sympas. Et je vois un tout petit chat merveilleux, roux, et moi je craque. Et les gars me disent, oh bah si tu le veux, tu le prends, parce que sa mère est passée dans une bassine d'huile il y a une semaine. Oh, je prends le chat. Et puis on retourne faire les guignols, et là, je le mets sur la selle. Et les Américains qui sortent, ça les amuse comme des fous, font « Oh, Kitty, Kitty !» Ça doit vouloir dire minou en américain. Alors on est retourné au vent après, parce que nos chevaux devaient rentrer. Ils étaient toujours sur la selle, au trot. J'ai dit, putain, je l'ai pris, puis dans le vent, dans la cabine, il y avait une espèce de plat-bord derrière les sièges. Je l'ai mis là, j'ai dit, tu m'attends? Il ronronnait. On a monté les chevaux, et puis on s'est jamais quitté. Voilà. Et j'avais un deuxième chat qui venait aussi du bois de Boulogne. Lui, c'était parce qu'il y avait dans le bois de Boulogne, il y a un manège célèbre qui existe peut-être toujours, l'étrier. C'est un manège de propriétaire en particulier. Et il y avait un palefrenier que j'aimais beaucoup, qui était qui travaillait dans le manège où on était, qui était d'origine polonaise, un mec formidable. Et qui avait changé, il était allé à l'étrier pour son boulot. Il revenait parce qu'au manège, il y avait un bistrot très très chouette qui faisait aussi resto. Et un jour, il me dit, oh, il y a un petit chat dans la grange, on l'a gardé, mais là, faut que tu viennes le prendre. Alors je l'ai pris aussi. Donc mes deux chats venaient du bois de Boulogne, ce qui est quand même pas commun, quoi. Et tous les deux avaient l'habitude des chevaux. C'est drôle. Alors, le cinéma et la télé, moi, je trouve qu'ils vous boudent un peu quand même, parce que c'est normal. C'est-à-dire, Ben, je tourne pas? Pas trop. Oh, mais ça me manque pas. D'accord. Le théâtre me manque. Voilà, c'est simple. C'est ça Je que vous dis, j'ai tourné un feuilleton, j'ai jamais regardé. Comment démarrez-vous le doublage, surtout? Parce que, d'une façon toute simple, j'ai tourné un feuilleton. Ce qui m'a donné la joie d'être pendant 3 mois à côté de Nîmes. Et après, il y a toujours des choses à post-synchroniser. Alors, on ne se double pas soi-même. Le doublage, c'est quand il y a quelqu'un d'autre à l'écran. On fait de la post-synchronisation parce que il y a un avion ou un tracteur qui passe et que le son n'est pas, voilà, n'est pas utilisable à ce moment-là. C'est ça. Et en faisant ça, j'ai fait ça avec un monsieur qui était charmant, un grand professionnel, charmant par-dessus le marché, qui s'appelait Élie Fabricante. Et qui faisait beaucoup de doublage, de très grande, enfin moi je crois de grande qualité. Et il m'a dit, est-ce que vous voudriez faire du doublage? Je lui ai dit, ouais, je sais pas, pourquoi pas. J'étais au conservatoire encore à l'époque, puisque j'ai tourné ça, j'étais en 2e année. J'avais demandé un congé, évidemment. J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et j'ai commencé comme ça, et j'ai commencé sans apprentissage. C'est-à-dire qu'il m'a tout de suite confié un rôle dans une série qui s'appelait Les Bannis. Et qui était une histoire entre un noir et un blanc juste après la guerre de sécession, et évidemment le blanc du Sud, c'est pas drôle.
C'était comment il s'appelait ce comédien qui a tourné c'était le jeune premier avec Marilyn dans Bus Stop. Bon, ça me reviendra peut-être, peu importe. Et je sais Don Murray. Ouais, Don Murray. Don Murray. Ouais, non, non. Et le personnage du noir, je ne sais plus son nom. Le personnage dans la série s'appelait Jamal David. Ouais. Je ne me souviens pas du nom du comédien qui était très bien, mais je me souviens que c'était mon copain Medondo. Oui. Bien sûr. Alors Med, on a souvent retravaillé ensemble, parce que Med, c'était la voix de Carl Weathers Oui, dans les Rocky. bien sûr. Et puis, Morgan Freeman au début. ça, mais moi, ça, je ne l'ai pas connu. Mais où je l'ai connu aussi, c'est 48 heures. Oui, Où il y avait Eddie deux Murphy. comédiens inconnus. bien sûr. Nick Nick Nolte et Eddie Murphy. et Eddie Murphy. Donc avec Med, on a souvent bossé ensemble et je l'aimais beaucoup. C'était un superbe comédien et un mec très chouette. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et, Et il m'a fait tout de suite doubler aussi le rôle principal d'un film d'Antonioni qui s'appelait Zabriskie Point. Ah, Alors c'est marrant parce que comme je l'avais jamais entendu, un jour je vois que ça passe à la télé, je dis tiens, je vais regarder, ça m'amusait d'entendre ce que j'avais pu faire quelques années plus tôt. Et j'ai vu les dernières 10 minutes et le mec est dans un avion et ce con, il se crache avec et avant de se cracher pendant 10 minutes, il dit pas un mot. Donc je n'ai jamais entendu. d'accord. Voilà. Mais enfin, vous savez, le feuilleton que j'ai tourné, ma mère avait acheté un petit téléviseur pour elle, etc. Parce qu'elle travaillait, elle voulait me voir avant d'entrer à la maison. Il y a un copain qui m'en a envoyé un extrait. Et l'été dernier, c'est la première fois que je me voyais. Ah, Ça m'a jamais intéressé. oui. Voilà. Donc vous diriez comme monsieur notre feu et magnifique Patrick Poivet. Écran large avec Thierry Genovese. 7h-9h avec Yossi Benaram. Ou Benoît Alman, c'est Bonjour à tous, Benoît Alman. les deux qui me l'ont dit. Il faut absolument faire du théâtre pour faire du doublage. J'en sais rien. Non, vous n'êtes pas. J'en sais rien, mais enfin, pour moi, le théâtre, c'est le juge de paix dans notre profession. Moi, je voulais pas être comédien, je voulais faire du théâtre. Donc, j'ai en grande partie raté. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, mais c'est ma faute. J'avais qu'à essayer. Donc là, je serais prêt à faire n'importe quoi pour faire du. Je veux pas jouer n'importe quoi non plus. Mais... Donc là, j'ai eu la chance. Mais c'est par Stallone, indirectement. Raphaël Antoven. M'a appelé parce que dans un Expandable, et Stallone est pour quelque chose dans l'écriture, parce que c'est certainement à Hollywood un des mecs les plus lettrés, et de loin, qui a largement oublié d'être con par-dessus le marché. Et il y a un personnage, merde, c'est qui a été boxeur aussi dans Expandable, qui a vraiment essayé de faire un peu de boxe, mais véritablement. Ouais, Mickey Rourke. Qui dit un texte, et ce texte, c'est textuellement un extrait de La Chute, Camus. Oui, c'est comme. Et qui est-ce qui lui a mis dans la bouche? C'est évidemment Stallone. Ah oui. Bah oui. Ils font pas ça tous les jours à Hollywood, chez Los Angeles. Là. Hein? D'accord. Et Raphaël, travaillant et faisant un spectacle sur Camus, moi je le connaissais parce que je suis un auditeur accro à France Q. Bon, donc j'ai entendu Raphaël le matin, il y a longtemps. Après, c'est Adèle Van Rett qui a pris la suite, etc. Et donc, il m'a appelé parce que dans son spectacle, il voulait que je dise un extrait de La Chute. Et puis, bon, moi, j'ai toujours étudié mes dossiers. C'est-à-dire qu'avant de voir Raphaël,
J'ai relu La Chute. Ça va vite, hein, il y a 140 pages en livre de poche. Et puis quand je suis arrivé à la fin, j'ai recommencé au début. Et depuis, elle est là, elle m'a pas quitté. Et quand on a fait ça, quand j'ai enregistré pour le spectacle de Raphaël, d'abord j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout parce que l'émotion était telle que je sais pas bien la maîtriser. Sur une scène, oui, mais en dehors de ça, c'est difficile. Et je lui ai dit, je veux le faire. Et Julie Brocken, qui met en scène Raphaël, a été d'accord pour m'aider à le faire. Et on va faire ça le 4 novembre dans un centre culturel qui se trouve rue de Charenton et que je remercie de bien vouloir m'accueillir pendant 3 soirs pour donner une image de La Chute de Camus, où je serai tout seul, évidemment. Puisque La Chute a été écrite, c'est un dialogue à une voix. C'est très spécial. On ira vous voir. Avec plaisir. Alors, quelles sont surtout les voix que vous avez doublées? Parce qu'il y a des gens qui ne savent plus, vous devez savoir. Oh, non, mais principalement, historiquement, il y a eu Stallone. C'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. Et j'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport. Me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des reproches, hein? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent sa faute quand ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous! Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Mais ici, j'arrive pas à avoir un boulot. Gardien de parking! Ah! Oh Dieu. Où ils sont tous? Où ils sont? Les amis. Il est Danforth. J'ai tous les gars avec moi là-bas. Là-bas, j'ai toujours avec les autres. C'était mes amis. Ici, j'ai plus rien. Vous vous souvenez de Danforth? Quand j'ai vu cette publicité, j'ai pris un marqueur fluorescent, j'ai écrit « Trouvé ». Je l'ai envoyé à Las Vegas parce qu'on passait notre temps à parler de Las Vegas avec cette putain de bagnole, cette Chevrolet 58 décapotable, il en parlait tout le temps. Il dirait qu'on roulerait jusqu'à s'en faire crever les pneus. C'est baraque où on était, il y a un gosse qui s'est pointé. Ce gosse, il avait une boîte pour cirer les pompes. Puis il a dit « Chaussures, s'il vous plaît, chaussures ». Moi, j'ai dit non. Puis continue à demander, alors Joe a dit oui. Je suis allé chercher de petites bières. Et la boîte est piégée. Il ouvre la boîte. Son corps explose en morceaux dans toute la pièce. Il est étendu, il hurle à la mort. J'ai des bouts de chair partout sur moi. Comme ça. J'ai dû enlever les morceaux, vous savez. Mais c'était couverte de mon ami. Du sang et tout, j'essaie d'en mettre tout en place. Et son ventre s'ouvre et ses entrailles me tombent dessus. Et il n'y avait personne pour nous aider. J'étais perdu, il se met à crier. Je rentrais chez moi, il s'arrêtait plus de crier. Je rentrais chez moi, je conduis ma Chevrolet 58. J'arrivais pas à trouver ses jambes. J'arrive pas à trouver ses jambes. Je peux pas sentir ça dans ma tête. Ça fait pourtant 7 ans. Chaque jour, j'y pense. Je me réveille, je sais plus où je suis. Je parle plus à personne. Des fois, toute une journée. Toute une semaine. J'arrête de ma tête. Il y a eu Don Murray, dont on a parlé. Il y a eu Stallone, Nick Nolte. Danny Aiello aussi. Oui, j'ai vu ça. J'aimais bien. Qui a fait un film tout à fait touchant où il incarnait Ruby. Ruby, vous savez, ce patron de boîte de nuit
qui a assassiné le pseudo-assassin de Kennedy, c'est-à-dire, comment il s'appelle, je ne sais plus, peu importe, Oui, notre ami. qui l'a tué à la sortie de sa garde à vue, d'ailleurs. Il y avait Oswald. Oswald, oui. Personnage très trouble, Oswald. Mm. Et Ruby aussi. Enfin, donc, Ruby, après, s'est retrouvé en tôle et il s'est retrouvé suicidé. Voilà. Je viens d'acheter JFK, justement, pour revoir le film. Bon, enfin, et Danny Aiello était très très chouette. Puis il y avait une fille qui incarnait Marilyn qui était formidable aussi. Bon, sinon qui j'ai doublé, depuis 30 ans, j'ai le bonheur d'être la voix de Patibulaire dans les Mickey. Ça, c'est une joie inextinguible. Et dans les dessins animés, il y en a un que j'ai adoré faire, c'était Fievel de Spielberg, qui est vraiment un magicien. Comment voyez-vous évoluer le doublage, surtout? D'abord, je vois pas pourquoi ça évoluerait. Faut oublier une chose qui me semble importante. Il y a beaucoup de gens qui croient que le doublage, ça consiste à imiter plus ou moins le comédien qui est en version originale. Or, par définition, vous, en tant que spectateur, vous regardez soit la VO, soit la VF. Jamais les deux en même temps. Donc, vous avez rarement l'occasion de faire la comparaison. Donc, en fait, on n'est pas là pour être une espèce de perroquet de l'original, mais on est là pour faire croire que le comédien qui est à l'image s'exprime en français, puisque nous sommes français, qu'on s'exprime nous en français, et qu'on le double en français. Et on doit donner l'illusion que c'est sa langue. Voilà. Et on peut avoir des voix très... Est-ce que vous avez déjà entendu Stan Laurel en anglais? De Laurel et Hardy. Oui, un petit morceau. Vous vous souvenez de la voix française, la petite voix de Laurel? Oui. En anglais, il avait une voix proche de la mienne. C'était beaucoup plus grave, ça n'avait foutrement rien à voir. Mais en français, c'était merveilleux le doublage. Enfin, moi, je suis un fan de Laurel et Hardy. Ils parlaient très bien français, hein? Je sais pas. Si. Oui, Ils ont vécu en Suisse un moment. Non, c'est possible. C'est possible, mais ils se doublaient pas. Non. Entre parenthèses, je suis pas sûr que Stallone ne parle pas le français. Parce qu'il me semble que sa mère est suisse. Elle n'est pas suisse alémanique. Hein, il y a des origines de Bretagne aussi. Je sais pas. Il aurait aussi des origines juives, hein? Je sais pas. Ouais. Je sais pas, puis je vois pas. Non, mais. Je pense pas qu'il parle le yiddish. Non. Encore moins l'hébreu, je pense. Oui. Mais il n'a pas le temps, il écrit tellement bien. Ouais. Mais. Donc, le doublage, ça consiste pas à être la copie conforme de ce qui se fait en anglais. Et en particulier, alors, dans les dessins animés, autant quand on double un film avec des acteurs, il y a un minimum de respect du mec qui est à l'image. On n'a pas le droit de dire, moi, je l'aurais pas joué comme ça. Non, ferme ta gueule. Tu fais, si possible, comme a fait le monsieur, mais dans ta langue à toi. Un dessin animé, c'est différent. Par exemple, quand on a doublé avec Gérard Rinaldi, La bande à Dingo, il faut savoir que très souvent, dans les dessins animés, les voix sont enregistrées avant l'image. Nous, on enregistre quand l'image est faite. En particulier quand c'est une adaptation d'un dessin animé étranger. Alors qu'eux enregistrent les voix et font les images ensuite. Et je peux vous dire, enfin moi le souvenir que j'ai de La bande à Dingo, c'est que les voix américaines d'origine, par rapport à l'image, étaient en dessous des intentions parce que visiblement les images avaient un côté expressionniste, sans doute faites très à l'ouest de la Californie, un peu vers le Japon par là, ouais. Et donc l'image pour nous débordait très souvent ce qu'on entendait. Donc on a essayé avec Gérard de rétablir l'équilibre. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on s'est marré.
pouvais pas savoir. Ça a été jusqu'au jour où Patricia, qui avait écrit les textes en français et qui nous dirigeait, ça a été pratiquement pipi-culotte, quoi. Qu'est-ce qu'on s'est marré avec Gérard et qu'est-ce que je l'aime. Il y avait une grande complicité entre nous. Et je me souviens à l'époque, il y avait une barre que j'exige qu'on remette aujourd'hui, parce que la CGT a voulu qu'on l'enlève, oui, bien sûr. Ouais, enfin, il n'y a pas eu que ça, la CGT a voulu. Vous savez, quand on enregistre, vous avez déjà vu les surdoublage? Oui, on a eu la chance de voir, mais pas de près. Vous avez vu qu'il y a, en vidéo. Le studio est grand, il y a ce qu'on appelle une cabane. Quel est le but de la cabane? C'est d'amortir le son. Par rapport au son, ici, il y a de la réverb. Bon. Bien sûr. Donc on ne peut pas faire un son extérieur avec de la réverb, c'est évident. Et ils ont voulu qu'on supprime les cabanes. J'aurais dit, mais attendez, personne ne parle, à l'époque du Covid, ou de la Covid, personne ne parle vers les parois. En plus, les parois sont faites pour absorber. Voilà. Donc elles ne risquent pas de réfléchir. Et si par hasard, je ne parle pas face au micro qui est là, il y a quelqu'un qui est au bout du micro qui va me dire, Alain, t'es gentil, mais tu veux pas te mettre au micro, ça nous aiderait quand même. Ils ont voulu interdire les cabanes. Mais le but du jeu, en fait, c'était de permettre qu'on reprenne le boulot, mais si possible dans les pires conditions qui soient pour faire chier. Voilà. Moi, je voulais qu'on reprenne, donc je me suis pas soucié de ça. Mais quand je leur ai dit, mais il n'y a pas de machine pour amortir le son, on m'a prétendu que si. Je savais que ça n'existait pas, mais j'ai téléphoné à un copain, à un ingé son, qui m'a strictement répondu, le mec qui trouve ça se fera des couilles en or. Parce que ça n'existe pas. Quand vous tournez, on peut avoir une bombe à mater. Vous connaissez? Quand il y a une brillance, on la mate avec une bombe qu'on appelle bombe à mater. Bien sûr, ça s'appelle. Mais il n'y a pas de bombe à mater le son. Enfin bon. Voilà. Pourquoi je vous racontais ça? Ouais. Oui, je me souviens d'un jour, j'étais à la barre avec Gérard. Et en fait, moi, le premier jour, Gérard, c'était quand même les Charlots. Donc, ils avaient tourné 15 films. Et je lui dis, mais tu sais, moi, on se connaissait pas, on venait de faire connaissance. Je dis, moi, je sais pas si je pourrais tenir mon sérieux, j'ai pas l'habitude parce que, tiens, je chantais de Claudel, des gens comme ça, on rigolait pas fatalement à toutes les pages, quoi. Et puis avec Stallone non plus, il faut dire ce qui est. J'ai toujours dit, si je fais rire, je le fais peut-être pas exprès. Bon. Et là, c'était quand même légèrement marrant. Et Gérard me dit, non, moi ça va, j'ai pas la trouille d'y rester. Ce qu'on appelle y rester dans le métier, c'est avoir hors de propos un certain fou rire. Il y a des comédiens qui sont connus pour ça. Pierre Mondy était célèbre pour ça, entre autres. J'ai connu. Bah oui. Gérard me dit non, moi ça va, je tiens mon sérieux. Donc dès cet instant, je n'ai eu qu'une seule idée, c'est qu'il y reste. Et de temps en temps, je me souviens à la barre, comme ça, on faisait une prise, j'ai dit putain, je la referais bien. Et il me regardait comme ça, et c'était, qu'est-ce que tu vas me faire, mon con? Rien du tout, j'ai envie de la refaire, c'est tout. Voilà, il y a des moments comme ça. Et puis Gérard, c'était quelqu'un avec qui on pouvait parler d'autre chose que de métier, ce qui est très très rare chez les comédiens et les comédiennes. Et je me souviens de notre dernier déjeuner, parce qu'on a continué après sur les Mickey. Bien sûr. Et là, quand on m'appelait, on me disait, suivant les cas, il y a ton copain ou il n'y a pas ton copain. Parce que Gérard avait beaucoup d'autres occupations. Et quand il était là, la copine qui dirigeait m'appelait en me disant, il y a ton copain. Bon, j'étais content. Et le dernier jour où on s'est vus, on est allés déjeuner tous les deux, ce qui nous arrivait assez fréquemment quand on était ensemble. C'était marrant parce on enregistrait à la Plaine Saint-Denis et il y a le boulevard, l'avenue du président Wilson, je ne sais plus laquelle, là, qui mène au Stade de France, etc. Et là, il y avait un Indien qui avait une particularité, quand on lui commandait une bouteille, il en apportait une autre. C'était pas grave, on la buvait quand même. Mais on n'en prenait qu'une quand on était deux, soyons raisonnables. Quand on était plusieurs et que la bouteille était finie, ça c'est un truc que j'ai gardé de Gérard, il
il appelait le serveur ou la serveuse en lui disant elle était fêlée. Voilà. Et ben, je vais vous dire, dernière discussion que j'ai eue avec Gérard, je vais parler du Premier Homme. Le Premier Homme, c'est le bouquin que Camus n'a pas fini et qu'on a retrouvé dans la voiture où il est mort. Et qui a été édité bien après par sa fille, je crois. Et que je venais de lire. Et Gérard m'a dit, est-ce que tu as lu Noce? Noce, c'est pratiquement les premiers écrits d'Albert Camus. Je ne l'avais pas lu. Voilà. Il m'a laissé ça. Monsieur Dorval, merci beaucoup. Merci. Avez-vous enseigné ou avez-vous été directeur de plateau déjà? En aucun cas. D'accord. Voilà. On ne vous l'a pas proposé? Non, plus jamais. Alors il se trouve que maintenant, il y a des mômes qui ont enregistré un film et qui, bon, je vous dis, c'est un peu comme il y a quelques années, parce que c'est plus comme ça maintenant, le petit chanteur qui enregistre un 45 tours et qui se prétend producteur après, quoi. Ça fait un peu le même effet. D'accord. Voilà. L'enseignement, jamais? Ah non. Non. Non, parce qu'en plus, je pense que ça ne s'apprend pas. Même au théâtre? Ah, au théâtre, non. Non plus. Non. Jamais de mise en scène? Non, mais là, comme je vais d'une certaine manière me mettre en scène tout seul, j'ai demandé à Julie Brocken, qui fait la mise en scène de Raphaël, notamment, de bien vouloir m'aider dans cette tâche, sachant que ce n'est pas Wells qui veut, et que même Wells s'est ramassé dans un certain nombre de cas. Je ne sais pas si vous avez vu son Macbeth. Non. Non. Ben, c'est pas grave. Parce qu'il a réussi à faire rire avec les sorcières dès le départ. Si vous voulez voir un Macbeth au cinéma, allez voir Le Château de l'Araignée de Kurosawa, qui est un chef-d'œuvre absolu. En plus avec un comédien de génie, Toshiro Mifune. En bas en bleu. Ah, pour moi, c'est le plus grand. Non, mais le plus grand, c'est comme le plus beau, le plus moche, le plus ceci ou le moins cela. Je trouve ça toujours abusif. Ça veut dire qu'on a fait le tour de tous les autres, quel que soit le domaine. Mais quand on peut dire aisément un des plus grands pour moi, dans les grands, vous parliez de Jules Berry. Mais à la même époque, il y a Michel Simon. Bien sûr. Et puis il y a Rému. Rému, Jouvet disait que c'était le plus grand comédien de son époque. Orson Welles aussi. Harry Bor. Qui réussit à la fois, à peu près à la même époque, à être Jean Valjean et Volpone. J'aurais rêvé de le voir dans Le Bourgeois Gentilhomme. Et à Hollywood, pour vous, c'est... Il y a toute une génération. Il y a James Dean. Oui, mais celui que vous trouvez le plus transcendant dans son jeu, sans parler de doublage. Hein. Non, mais James Dean. James Dean, hein. Clift. C'est la même époque, c'est la même... Je vais vous dire un truc qui va vous étonner. J'adore Marilyn en tant que chanteuse. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Ah, mais elle avait une belle voix. Pas que. À l'époque, il n'y avait pas de roi, vous savez, on ne faisait pas des pistes et on réenregistrait pas. Non, on enregistrait avec l'orchestre. Il n'y avait pas le choix. Et
Et c'est fabuleux la façon dont elle chantait. Pour moi, c'est une immense chanteuse. Alors la comédienne me touche infiniment. Non, c'est marrant parce que Stallone, dans Tulsa King, il y a un moment où il parle de... Quand je vous dis que c'est un lettré quand même, c'est rare d'avoir des gens qui, dans la conversation comme ça, avec ses copains dans le personnage, il leur fait la différence entre Henry Miller et Arthur Miller. Il dit Arthur Miller, c'est le mec qui a écrit, Vue du Pont. Il dit, mais ça je connais parce que je suis de Brooklyn. Mais finalement, ce qu'il a fait de mieux, Arthur Miller, c'est de baiser Marilyn. Alors, vous avez été un des premiers à vous plaindre des conditions de travail du doublage. Vous avez été remplacé par Monsieur Vignier et par la suite par Monsieur Darbois. Ah non, c'est une erreur. Je me suis pas plaint des conditions de travail. C'était à l'époque où on avait dû doubler le 3e Rambo, je crois. D'accord. J'avais reçu un chèque en bois. Ah, mais c'est bien de le dire. De la société de doublage. D'accord. Il y avait une assemblée générale de comédiens. Je crois que j'étais pas syndiqué encore à l'époque. D'accord. Ou je l'étais plus. Et j'avais pris la parole pour dire, je vous préviens, j'ai reçu un chèque en bois de cette boîte qui s'appelait PM. Et en plus, sur le chèque, il était indiqué PM salaire. Ça veut dire que le banquier qui a refusé ce chèque sait qu'il refuse à cette société de payer des salaires. Donc ça mène la boîte, non pas au dépôt de bilan, qui n'existe plus depuis 1974, je crois, mais à être dans la situation de cessation des paiements. Et là, je me souviens que sur la tribune, il y a un camarade qui se prétendait syndiqué, qui m'a dit « Mais non, il n'y a aucun risque !» 3 mois après, c'était fait. La boîte a disparu, mais ils avaient l'habitude, ils étaient 4 de tourner. On plantait, et c'était le copain d'à côté qui devenait le gérant. D'accord. Voilà. Et ils ont décidé à l'époque, je jouais au théâtre, une pièce qu'un copain nous avait écrite. J'avais loué un théâtre déjà à l'époque. Et ils ont dû, je sais pas, ils m'avaient appelé pour un doublage. Et ils ont décidé que comme je travaillais le soir, je ne pouvais pas enregistrer dans la journée. C'est marrant. C'est marrant parce que des gens qui tenaient à me faire enregistrer m'ont fait enregistrer la nuit à la même époque, oui. Mais donc c'est ça. Donc je ne me plaignais pas des conditions de travail, mais des conditions de rémunération. Donc ils m'ont oublié pendant un certain temps et il y a un copain qui a doublé Stallone, il m'a appelé d'ailleurs. Je lui ai dit, attends, moi j'ai aucun droit là-dessus. Vas-y mon gars, je crois qu'il en a fait qu'un. Mais j'ai rien contre. Puis après, il y en a un autre aussi qui lui m'a pas appelé. Mais peu importe, voilà. Et puis après, je sais pas pourquoi, j'ai recommencé à le doubler. Skyrock? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la super radio. Skyrock, la super radio. On en a parlé tout à l'heure, mais pour le public, avez-vous fait déjà de la radio? Oui. J'ai été la voix de Skyrock à sa création et ça a duré, je sais pas, 10 ou 12 ans. D'accord. Puis j'ai une autre particularité, c'est que ça c'était en 89, après que le mur de Berlin soit tombé, etc. Skyrock, c'est une radio qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Pierre Bélanger. Bon, on se connaissait avec Pierre, on se voyait pas tous les jours. Et je voyais 1 ou 2 fois par an. C'était lui qui écrivait les sketchs au départ. Après, tout le monde s'y est mis, tous les animateurs. Bon, ça me gonflait un peu. Et je pleurais pour que Pierre en réécrive. Et on se voit, je suis plus en octobre 89. Et je lui dis, tu sais, là, le mur venait de tomber à Berlin. Je lui dis, si j'étais pas marié avec une petite fille de 3 ans, je partirais à Prague. Parce que pour moi, ça devrait être le centre de l'Europe. Et Pierre me dit, c'est marrant ce que tu me dis, parce que je suis en train de créer une radio FM à Moscou. Ah bon? Alors je dis à Pierre, si ça t'amuse que je dise 3 mots
pour faire coucou les Ruskov, c'est quand tu veux. Il me dit, bon, on verra. Il me rappelle une semaine après, l'enflure. Et il me dit, bon, j'ai retenu ce que tu m'as dit, alors on va le faire. Et tu vas faire cette radio qui va s'appeler M Radio, tu vas faire en russe ce que tu fais pour Skyrock. J'ai dit, Pierre, mais je parle pas un mot de la langue de Pouchkine. Il me dit, c'était ses mots propres, je sais que tu t'adapteras. Et il m'a mis dans les pattes d'une jeune femme charmante, qui était une excellente interprète. Elle était interprète de métier. Hein. Parce que je peux pas dire des trucs sans les comprendre. Et en plus, il fallait que phonétiquement, ça tienne la route. Et j'ai enregistré comme ça. Et c'est comme ça qu'après, comme j'ai cette petite entreprise dans laquelle vous êtes, qui fabrique des flycases, mais qu'avant on fabriquait des enceintes de sonos, et que le matériau unique qu'on utilisait à l'époque, et sans doute encore maintenant, j'ai arrêté les enceintes, hein, j'étais sous-traitant de différentes marques, c'était du contreplaqué de bouleau, qui n'existe pas de par chez nous. On a des bouleaux, mais on n'en fait pas du contreplaqué chez nous. Et en fait, on appelle ça souvent du boulot de Finlande, et ça venait soit de Finlande, soit d'ex-Union soviétique. Et un jour, il se trouve que j'avais reçu un paquet censé venir de Finlande, et quand vous avez un paquet qui est entier, il est emballé, et il y a des petits morceaux, des faces de contreplaqué très ordinaires que mettent les fabricants de contreplaqué pour protéger leur bois. Et je vois des trucs en cyrillique. Alors là, j'ai dit à mon fournisseur, je ne parle pas le finlandais, mais je sais que ça ne s'écrit pas en cyrillique. Et j'ai voulu aller à Moscou pour remonter la filière. Et j'y suis allé par l'intermédiaire de Pierre, parce que sa radio a vraiment existé. M Radio, ça a été la première ou une des deux premières. Je crois que Nostalgie aussi en a fait une à l'époque. Mais ce qui était un peu déroutant sans doute pour beaucoup de moscovites, c'était que je disais les mêmes conneries que celles que je disais en France. Ça étonnait les gens, quoi. Je me souviens, un des rares trucs dont je me souvienne, c'était « Ja et moi pios, moi slušajem M Radio ». Ça veut dire « moi et mon chien, on écoute M Radio ». J'avais dit ça, c'était « moi et mon chien, on écoute Skyrock ». Et là-bas, il y a les gens qui écrivaient à la radio en disant « mais c'est quoi ce chien qui écoute la radio ?» Parce que les mecs, à l'époque, ils avaient l'habitude de, à peu près, Gavarit Radio Moskva. Ah oui. C'est-à-dire, Radio Moscou te parle, hein. Et mon petit mec, t'as intérêt à écouter. Parce qu'il y a un terreau écrit la semaine prochaine. Hein, c'était non, mais, bon, j'exagère à peine. C'est-à-dire, ça rappelait la radio du poste national en France de mon enfance, quoi. Mais qui n'était pas aussi impérative. Bon, enfin. Et donc, il y avait deux partenaires. L'un était le ministère des Télécoms d'Union soviétique. C'était encore, en 89-90, c'était encore l'Union soviétique. Et l'autre partenaire était une boîte qui s'appelait la SOD. Et la SOD était l'association d'amitié entre les peuples. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Il y avait en France une association France-URSS, bon, qui devait être quand même légèrement noyautée par le PC, très légèrement. Mais il y avait aussi Italie-URSS, Angleterre, etc. Et il y avait les associations correspondantes, URSS-France, URSS machin, etc. Toutes regroupées au sein de cet organisme qui s'appelait la SOD, Association d'amitié entre les peuples. Et c'est par eux que j'ai été, enfin par le gars qui dirigeait la boîte, que j'ai été accueilli. J'ai fini quand même par rencontrer un monsieur qui dirigeait l'exportation de tous les panneaux du RSS. Quand je suis arrivé, parce que comme j'avais mon truc en cyrillique, je l'avais découpé. Je l'avais embarqué avec moi, je l'ai mis sous le nez, je m'en souviendrai toujours. Et le mec me dit, mais comment ça se fait, c'est l'usine numéro 4, elle n'a pas le droit d'exporter. Je m'en souviendrai, toutes les usines portaient des numéros. J'ai dit, écoutez, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Tout ça en russe, moi j'avais un interprète. Bien sûr. Et c'était marrant parce que vous vous souvenez peut-être de Bon baiser de Russie. Hein, vous savez, la dame qui tape du pied, puis il y a un poignard qui sort. Et puis, la pièce dans laquelle on était, c'était
je ne sais quel ministère du bois, de je sais pas quoi, c'était immense. Il y avait une table, je pense, en acajou, mais qui faisait 7 ou 8 mètres de long. On en a une comme ça à Compiègne, au musée, je crois. D'accord. Bon, l'époque de Napoléon. Et les murs étaient entièrement couverts de bois. Comme c'était du lambris. D'accord. Et puis il m'a proposé un café ou un thé, je ne sais plus. Il a appuyé sur un bouton et là, il y a une porte qui s'ouvre toute seule dans le lambris. Et il y a une demoiselle qui vous apporte le thé ou le café. Et ça avait ce côté James Bond, enfin les portes qui s'ouvrent toutes seules. Moi je me marrais comme un fou, enfin en tant qu'occidental, ça me posait aucun problème, quoi. Et j'ai remonté la filière, ce qui m'a permis quand même de payer le bois bien moins cher ensuite. Et puis j'ai visité l'usine de contreplaqué de Riga, celle de Moscou qui était la pire de toutes, qui était une horreur, parce que le mec qui tenait ça n'en avait rien à foutre, il faisait du parquet. Et son contreplaqué, il n'en avait rien à battre. J'ai visité l'usine en plein mois de juin, et avec les presses à chaud du contreplaqué, il devait faire 50 degrés. Mais ils adoraient les prolétaires. Enfin, c'était des outils à produire. Et puis, je suis allé en Ukraine. C'est pour ça que ce qui vient de se passer récemment m'a beaucoup marqué. D'abord, ça ne m'a pas étonné. Parce que j'étais à Kiev le jour où ils ont déclaré leur indépendance. Je ne me souviens pas qu'il se soit passé quoi que ce soit dans les rues. Mais j'étais invité par mon correspondant, qui était le correspondant de la SOD en Ukraine, à qui j'avais beaucoup sympathisé, et qui m'avait dit, mais machin, celui qui m'avait reçu à Moscou, t'as pas compris qu'il était colonel du KGB? Bien évidemment. Et puis, y compris jusqu'au chauffeur, parce qu'on avait un chauffeur chaque fois, bien sûr. Le chauffeur, mais rassure-toi, le chauffeur comprend parfaitement le français. Bien sûr. Et puis j'avais une interprète, la première fois, Tatiana, je m'en souviendrai toujours, qui était plus que ravissante. Et c'était pas vraiment un hasard. Un jour, j'ai fini par lui dire, non, Tatiana, j'ai une femme et une petite fille. Elle ne devait pas être habituée à ce qu'on lui dise. Mais elle était en plus charmante. Alors les interprètes que j'ai eus, que ce soit en Russie ou à Kiev, en Ukraine, parlaient un français qu'on aimerait entendre dans la bouche de beaucoup de nos compatriotes quand même, avec une culture qui semble hélas perdue chez nous depuis fort longtemps, parce qu'ils connaissaient aussi nos usages, Vous pouvez les interroger, je pense sur Camus, Sartre ou Malraux. Ça ne posait aucun problème. En France, quand on prononce certains mots, on a l'impression de dire un gros mot maintenant. Quand on dit Molière, j'ai dit à un copain que je voulais monter l'école des femmes et il m'a répondu « Ah bon, c'est un truc que tu as écrit ?» Non mais je déconne pas. D'accord. Donc depuis, je dis l'école des femmes de Molière. Voilà. Et j'ai peur qu'un jour, quelqu'un me dise « Molière, c'est qui ?» J'en ai très très peur. Vous savez non, ça me fait vraiment peur, je déconne pas. Hein. Vous savez que j'avais connu un professeur qui était directeur d'une grande école, toutes les nations venaient, et les Ukrainiens, ils ont une particularité, c'est qu'en moyenne, en 3 mois, ils savent un français parfait. C'est les plus forts, il paraît. Alors je vais vous dire, chez mon correspondant donc de la SOD, un jour j'étais chez lui, c'est Fanfan la Tulipe, que toute l'Union soviétique a adoré Gérard Philippe. Bien sûr. Et ils avaient raison. Bien sûr. Moi aussi. Moi, je suis d'accord. Et ils avaient une particularité. J'avais vu ça à Moscou un jour, dans l'hôtel où j'étais, qui était un immense machin, qui s'appelle l'hôtel Rossia, qui donnait sur le Kremlin, c'était un cube, qui était, paraît-il, le plus gros hôtel au monde, enfin j'en sais rien. Et sur un palier, il y avait un téléviseur, et je vois un truc, je crois que c'était le train sifflera 3 fois. Ah. Sauf erreur avec Gary Cooper. Gary Cooper et Grace Kelly. Bien sûr. Musique de John Williams, qui était un client à moi dans un autre métier. En tout cas, il n'y a pas de doublage. Il y avait la voix d'origine qu'on entendait et un mec qui traduisait tout. Donc il était
Il traduisait la voix de Gary Cooper, mais ensuite celle de Grace Kelly aussi. Hein. Et c'était inaudible, parce que vous entendiez à la fois la voix d'origine et l'autre. Mais dans ces cas-là, je ne sais pas comment on fait. Bon, en plus, je risquais pas de comprendre quelque chose en russe, mais j'aurais pu au moins entendre en anglais. Non, rien du tout. Il y avait les deux presque au même niveau. C'est insoutenable. Et je vois Fanfan la Tulipe chez mon copain, c'est pareil. Il y avait un mec qui doublait Gérard Philippe, Noël Roquevert, Gilles Brigida. Bon. Ben, figurez-vous que le copain en question, il connaissait le dialogue français par cœur. Voilà. C'est bon. Lui, parce que comme il était interprète, il dissociait. Enfin, D'accord. Voilà. Bonjour, c'est Jacques Franz. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler de votre ami Jacques Franz? Je ne veux pas dire que Jacques était un ami, mais enfin, on se connaissait et on s'est connus au cours Simon. On s'est retrouvés au conservatoire. Bon, on n'était pas dans la même classe, donc on s'est très peu vus. Puis on s'est retrouvés en doublage, parce qu'il y a eu un film où il doublait De Niro, où il y avait Stallone aussi, qui faisait une espèce de match de boxe de vétérans avec De Niro, je ne sais plus comment ça s'appelait. Je crois que c'est la dernière fois qu'on s'est vus, mais il y a, je ne sais pas, 10 ans, non? Au moins, vous savez ça. Oui, largement. Largement. Et avant, vous avez fait d'autres films avec lui? Oui, parce qu'il a doublé aussi Nick Nolte. Oui. Mais en fait, il doublait De Niro, quand il y a eu le film entre Nick Nolte et De Niro, qui était le remake de je ne sais plus quoi, comment ça s'appelait, où Nick Nolte essayait à tout prix de tuer De Niro, il n'y arrivait pas. Il lui tapait dessus à bras raccourcis, l'autre ne voulait pas mourir. Je ne sais plus comment ça s'appelait ce truc-là. Il avait été le personnage de Nick Nolte, avait été l'avocat de De Niro. Et De Niro s'était retrouvé en tôle, enfin le personnage, pendant 15 ou 20 ans. Donc quand il est sorti, il était un peu colère. Vous avez aussi fait Copland avec lui alors? J'ai pas fait Copland. D'accord. Ok. C'est pas moi. Mais en privé, donc vous n'avez pas eu de relation Non. D'accord. Et je vous ai dit, je fréquente très peu de gens, beaucoup plus mes chats que qui que ce soit, quoi. D'accord. Avant de connaître mon épouse, je n'avais jamais vécu avec qui que ce soit, sauf avec 2 chats. Voilà. D'accord. Et le premier mot de notre fille a été le nom d'un de mes chats, Kitty. Avant de dire papa, maman. Et on était ravis tous les deux. C'est vachement plus difficile à dire Kitty que de dire papa, maman. Le chat est passé, il a fait « Oh, Kitty !» Putain, que j'étais heureux.